à toutes et à tous et bienvenue pour cet autre épisode du nouveau podcast du Centre Patronal. Aujourd'hui encore, nous avons la chance d'avoir deux invités de marque. Tout d'abord, Madame Céline Weber, ingénieure EPFL, docteur en génie mécanique, travaille depuis plus de 20 ans en tant que consultante dans les énergies renouvelables, a travaillé plusieurs années au Japon et en Angleterre et entre autres, est conseillère nationale Vert libéral depuis 2021 et membre de la commission de la science, de l'éducation et de la culture. Céline Weber, vous êtes spécialiste notamment en énergie et en formation, en politique de formation, mais vous vous intéressez aussi à l'économie au sens large, au sens des entreprises et aussi à la politique européenne. Vous avez d'autres thèmes coup de cœur, chouchou, qu'on pourra peut-être aborder aussi, mais ce dont on est là pour parler aujourd'hui, c'est de votre spécialité première, c'est-à-dire l'énergie. Céline Weber, merci de votre présence. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce podcast. Et nous sommes aussi en présence de Chenny Nagy, docteur en sciences politiques, spécialiste du thème politique, énergie, environnement, infrastructure, au Centre Patronal. Je vous propose d'évoquer le large thème de la décarbonation. Voilà, l'année passée, en Suisse, il y a la loi sur l'électricité qui a été votée par la population. On a dans le débat public cet objectif de net zéro en 2050. Alors Céline Weber, qu'est-ce que ça représente tout ça? Quels sont les enjeux aujourd'hui en Suisse en matière d'énergie, en matière de décarbonation? Est-ce que les gens ont compris ce que ça représente? Quels sont les efforts qu'il y a encore à faire, qui sont nécessaires? Mais tout d'abord, j'aimerais dire par rapport à cette décarbonation et pour répondre à votre question, est-ce que les gens ont compris? Je pense que oui. Je pense que les gens ont compris l'importance de la décarbonation et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. J'en veux pour preuve, par exemple, les intempéries, les événements climatiques qui sont de plus en plus violents. Est-ce que ça coûte aussi? Par exemple, aux États-Unis, il y a des assurances qui refusent maintenant d'assurer certains biens immobiliers selon où ils sont placés parce qu'ils savent très bien que la probabilité que des intempéries vont détruire ces biens, eh bien que cette probabilité est beaucoup trop grande pour que ça vaille la peine pour une assurance d'assurer. En Suisse également, les assureurs essayent de penser à des nouveaux modèles et pas plus tard que l'année passée, on se souvient des inondations qu'il y a eu en Valais et des inondations qu'il y a eu dans le Tessin. Et encore aujourd'hui, par exemple, dans la vallée de la Macha au Tessin, certains villages peinent à trouver les millions qu'il faut pour reconstruire leur village. Donc on voit bien que même au niveau économique, il y a une nécessité maintenant de s'atteler à cette décarbonation. Mais j'aimerais dire dans la foulée, je vois pas ça comme une catastrophe ou comme quelque chose de pessimiste, de fin du monde. Au contraire, pour moi, je vois plutôt la possibilité maintenant de mettre en avant de nombreux résultats qui ont été atteints par la recherche, des nouvelles technologies qui vont nous permettre d'atteindre cette décarbonation. Donc, je préfère, quand il y a un problème, voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter plutôt que de m'apitoyer sur le problème en question. Et d'un autre côté, j'aimerais aussi dire que réduire les émissions de gaz à effet de serre, on peut penser que c'est une tâche gigantesque, mais si on regarde, par exemple, déjà rien qu'au niveau du gaspillage qu'on fait en Suisse, un sujet qui me tient à cœur, c'est par exemple le gaspillage alimentaire. En Suisse, on gaspille 1/3 de toute la nourriture qui est produite ou importée en Suisse et qui est de la nourriture parfaitement consommable. Je ne parle pas des épluchures de carottes, mais de la carotte en elle-même. Et si on arrivait à éliminer ce gaspillage alimentaire, on réduirait déjà nos émissions de gaz à effet de serre en Suisse de 7%. Donc rien qu'en parlant du gaspillage alimentaire. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, est tout à fait faisable et c'est pour ça que le Parlement a souhaité mettre les conditions cadres en place pour qu'on puisse, ensemble avec la société, arriver à cette décarbonation. Merci Chenny Nagy, vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Alors oui, je partage ce qui a été dit par Madame Weber. J'aimerais un petit peu élargir la focale et puis discuter un petit peu de l'énergie aussi, parce que dans le fond, toutes les révolutions industrielles, le système économique sur lequel on est basé aujourd'hui, malgré tout, il repose encore sur le carbone, hein. On est encore dans une société très carbonée. Et c'est vrai qu'il va falloir faire ces prochaines années quand même des assez grands efforts
en termes de mobilité, en termes de bâtiments, donc comment est-ce qu'on chauffe les bâtiments, comment est-ce qu'on isole les bâtiments, les processus industriels vont devoir aussi évoluer, l'agriculture va devoir se transformer, donc on est quand même à l'aube d'un grand changement, peut-être même d'une révolution, et on sait que lorsque on change les agents énergétiques, souvent on change aussi la manière de produire, et donc tout ça va avoir une cascade d'effets sur la société. On ne parle pas juste d'un domaine technique de décarbonation, c'est quelque chose qui va transformer la société. Alors est-ce que les gens ont vraiment compris? Oui, je pense que beaucoup ont compris les enjeux. Maintenant, je pense qu'il y a parfois un petit hiatus lorsqu'il s'agit de prendre des mesures de mise en œuvre concrètes. Là, il peut y avoir des résistances locales. On va peut-être en discuter tout à l'heure, mais par exemple, dans le développement des énergies renouvelables, si on pense à l'éolien, si on pense au solaire, on voit qu'il y a des mouvements de not in my backyard, des gens qui veulent pas forcément construire des infrastructures type éolienne, type parc solaire à côté de chez eux. Ils sont d'accord pour que la société dans son ensemble, la Suisse, le fasse, mais pas à côté de chez eux. Donc il va y avoir des résistances, il va y avoir des problèmes, et je pense que ces prochaines années, on va avoir à faire beaucoup à ce genre de phénomène-là. J'aimerais peut-être ajouter, effectivement, pour abonder dans votre sens, moi, quelque chose qui me frappe dans toute cette transition énergétique et cette politique de décarbonation, c'est que quelque part, je trouve qu'on oublie un petit peu le côté psychologique ou le côté humain. Alors, c'est clair qu'en termes de technologie, je crois qu'on est à peu près tous convaincus qu'on peut y arriver, mais comme vous le dites très justement, c'est un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, eh bien, il faut qu'on puisse accompagner les gens pour pouvoir le réaliser. Je vous donne un exemple. Les panneaux solaires, tout d'un coup, vous demandez aux gens qui, par exemple, ont une maison individuelle, un chalet ou que sais-je, de plus seulement être consommateurs d'électricité, mais aussi producteurs d'électricité. Et ça, c'est quelque chose que je trouve que jusqu'à présent, on n'a pas assez tenu compte de cet aspect psychologique dans toute cette révolution qui est en train de se mettre en marche et où on doit vraiment faire attention de prendre les gens avec nous, effectivement, pour qu'elle ait une chance d'aboutir. Ouais, donc les gens ne se sentent pas forcément impliqués de base, et il y a cet effort au fond de communication à faire en transmettant l'information suivante, c'est-à-dire que vous êtes acteur de la transformation énergétique, de la décarbonation. Il faut prendre les gens avec soi pour changer quelque chose. Et en plus, j'ai envie d'ajouter, il ne faut pas les décourager. Je vous donne un exemple. Avec la loi pour l'électricité, on a dit à tout le monde, mettez des panneaux solaires, ça sera fantastique, et puis on en a besoin pour la transition énergétique. Et au sein du Parti vert libéral, on a toujours dit dans la loi, il faudra un prix minimal de rachat de cette électricité photovoltaïque, sinon les gens vont pas investir dans les panneaux solaires. Et les départements de Rusty nous ont toujours garanti que oui, il y aura un prix minimal de rachat, c'est évident, il n'y a aucun souci. Et quand on a vu les ordonnances, quand elles ont été mises en consultation, donc les ordonnances qui sont entrées en vigueur au 1er janvier de cette année, et pour une partie et une autre partie au 1er janvier de l'année prochaine, eh bien, le prix minimum de rachat, qu'est-ce qu'on a découvert dans ces ordonnances? Qu'il était de 0 centime. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment on encourage des gens à mettre des panneaux solaires sur le toit si on leur dit, vous pouvez faire l'investissement, mais ma foi, si ça se passe mal pour vous, le prix de rachat minimum sera de 0 centime. Là, on casse toute une dynamique et ça, c'est très, très dangereux. Et c'est pour ça que le Parti vert libéral avait lancé un appel qui avait été bien suivi, qui avait été bien signé à l'intention de M. Rusty. Et je pense qu'il y a dû encore y avoir d'autres réponse qui allait dans le même sens au niveau de la procédure de consultation, puisqu'il a consenti à augmenter ce prix minimum de rachat, alors qu'il est certes toujours pas très très élevé, mais qu'au moins je crois de 5-6 centimes, donc c'est au moins plus que 0 centime, parce que là, avec ce genre de politique, c'est clair qu'on casse toute la dynamique qu'on met des années à mettre en place. Donc au fond, la politique énergétique, de décarbonation, c'est une thématique transversale, là on le voit bien. Tieni Navi, dans quel secteur est-ce qu'il faudrait investir pour qu'il y ait le plus d'effets, au fond? Bon, alors, c'est une bonne question. Un des secteurs clés, à mon sens, c'est celui des bâtiments. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde la part d'émissions de CO2
qui est la plus élevée dans l'ensemble de la production de la Suisse, c'est les bâtiments qui arrivent en tête, à peu près à 40%. C'est très très proche de la mobilité. La mobilité est entre 35 et 40, ça dépend comment on calcule. Mais les bâtiments, c'est clair que là, il y a, en termes d'efficacité, ça c'est un mot-clé, il y a beaucoup à gagner. Parce qu'on a un parc immobilier en Suisse qui est composé à 20, 25, voire 30% selon les cantons de passoires énergétiques. C'est-à-dire de bâtiments qui sont très mal isolés, qui datent des années 50, 60, 70, qui n'ont pas été rénovés ou trop peu, et qui, quelque part, donnent lieu à des déperditions d'énergie. On chauffe les oiseaux, comme on dit. Donc, on est dans un système qui est encore, quelque part, celui de l'énergie abondante et peu chère. Or ça, c'est en train de changer, de toute façon, puisque les prix de l'énergie augmentent. Et on sait aussi qu'il va falloir décarboner. Donc, une des premières choses qu'on pourrait faire, dans l'ordre des choses, jusqu'en 2050, ça va être un long effort de décarbonation, c'est à mon sens les bâtiments. Alors là, il y aura des grandes questions qui vont se poser, c'est-à-dire est-ce que l'État doit subventionner? Si oui, jusqu'à quelle hauteur ces rénovations? Est-ce que les propriétaires doivent assumer le grand de l'effort ou est-ce que c'est plutôt les locataires? Est-ce que c'est un mix des deux? Quid de l'État? Donc on voit qu'on a plusieurs acteurs qui vont devoir prendre leurs responsabilités ces prochaines années et quelque part le législateur, il va devoir trouver ce chemin de crête, d'équilibre pour que tout le monde fasse un effort sans qu'il y ait des problèmes aussi de justice sociale parce que derrière ça, il y a aussi la grande question de la justice sociale. Qui doit porter l'effort? Est-ce que c'est de nouveau les propriétaires, l'État, c'est-à-dire tout le monde ou les locataires? Et donc là, il y a des questions vraiment très intéressantes qui vont se poser, qui se posent aussi dans le canton de Vaud, avec la nouvelle loi sur l'énergie qui est en discussion au Grand Conseil. Et on sent bien que les enjeux sont énormes, on parle de milliards, et que derrière ça, il y a quelque part la question du développement durable. Et moi, c'est vraiment une conception que j'ai à cœur parce que le développement durable repose sur 3 piliers. Il repose évidemment sur l'écologie, mais aussi sur l'économie et le social. Donc il y a une acceptabilité sociale et économique à développer pour pouvoir développer notre société de manière durable. Et je pense que la question des bâtiments est une des questions clés. Il y a aussi la mobilité. Évidemment, on va devoir passer à l'électromobilité beaucoup plus rapidement que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ça, je pense que c'est une évidence. Et puis, il y a toute une réflexion sur les déplacements, l'optimisation des déplacements. Et là, je pense que les entreprises ont aussi un rôle à jouer. Elles prennent déjà leurs responsabilités, je tiens à le dire, puisque si on compare avec la situation qui prévalait il y a 5 ou 10 ans, où, par exemple, le télétravail n'existait pas, on se rend pas compte, mais le télétravail, c'est une invention nouvelle, ça date du Covid, et les entreprises ont pris ce virage-là et ont fait un gros effort, et ça a réduit aussi le nombre de gens sur la route, en tout cas à certaines périodes. Et donc on fait un effort, mais c'est clair, il faudra continuer, il faudra réfléchir, il faudra optimiser, il faudra lutter contre le gaspillage, parce qu'on est encore dans une société du gaspillage. Donc, l'immobilier, la mobilité, le gaspillage. Est-ce que vous voulez compléter ces sujets, Céline Weber? Vous voyez encore d'autres thématiques importantes qui concernent la décarbonation? Non, j'aimerais effectivement rebondir sur ce qu'a dit M. Cheney parce qu'il a dit quelque chose de très important. C'est la notion de durabilité et de tenir compte aussi de l'aspect social de cette transition énergétique. Et là, de nouveau, il va falloir faire très attention de ne pas perdre les gens. Je pense notamment au rapport Gaillard, qui est aussi en procédure de consultation maintenant, donc ce projet d'économie pour les finances de la Confédération, où une des mesures d'économie proposées, c'est de supprimer les subventions du programme bâtiment. C'est-à-dire les subventions que la Confédération consent à mettre parallèlement au canton quand vous rénovez votre bâtiment. Et la raison de supprimer cette subvention, c'était de dire oui, mais de toute façon, c'est un effet d'aubaine. Les gens, ils rénoveraient de toute façon, et puis au passage, ils prennent encore un petit peu d'argent de la Confédération. Donc finalement, est-ce que c'est bien nécessaire? Et de nouveau, alors oui, on peut se poser la question sur l'effet d'aubaine, sur subvention, oui, non. Le fait est que ce programme bâtiment a été voté par la population, on a promis de l'argent à la population, on ne peut pas maintenant dire que c'est de nouveau à la population de faire un effort parce que la Confédération doit faire des économies et que donc on va supprimer ce programme de subvention. C'est pas cohérent et encore une fois, comme ça, on va perdre les gens et là, je trouve que le politique a vraiment
un rôle très important à jouer, qui est de ne pas démotiver les gens qu'on avait enfin réussi à convaincre de la nécessité de cette transition économique. Et pour donner quelques chiffres, dans les années 50, on dépensait à peu près 4% du PIB pour les infrastructures énergétiques. Alors à l'époque, c'était surtout les barrages et tout ça. Alors, on peut débattre sur la question de savoir est-ce que c'est toujours judicieux de tout ramener au PIB, mais ça c'est une autre question. Mais enfin, on dépensait à peu près 4%. Ensuite, dans les années 70, c'est à peu près 2% du PIB qui était encore investi dans les infrastructures électriques. Et à partir des années 2020, c'est 0,2% du PIB. Donc, on voit qu'on dépense de moins en moins, alors que, comme vous le disiez justement au début, on est presque face un petit peu à une révolution. Et là, on doit vraiment faire attention de trouver le juste équilibre entre l'État, qui peut pas complètement se désengager, le contribuable, enfin le privé, qui a sa maison puis qui, ma foi, doit aussi consentir à faire un effort, la société. Enfin, je pense effectivement que c'est un équilibre pas évident, mais qu'on va devoir trouver. Et encore une fois, on ne peut pas perdre la population en cours de route. Peut-être juste un point pour compléter ce qui a été dit. Les subventions sont clairement dans l'arsenal, disons, des mesures, l'une des mesures les plus importantes. Mais il ne faut pas oublier aussi autre chose, c'est la fiscalité. En fait, on a un régime fiscal aujourd'hui qui est assez ancien finalement, et qu'il va falloir transformer aussi. Il va falloir, à mon sens, créer une fiscalité verte. Et j'aimerais donner un exemple très concret de ce que j'avance. Dans le canton de Vaud, lorsque vous faites des rénovations très significatives, vous changez le système de chauffage, par exemple, vous mettez une pompe à chaleur, comme c'est le cas au centre patronal. On a une pompe à chaleur extrêmement efficace, très moderne, qui nous relie au lac même. Et quand on l'a installée, on a eu une mauvaise surprise, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que notre évaluation fiscale, l'évaluation fiscale du bâtiment aux yeux du canton avait évolué. Et que maintenant, le canton considérait que parce qu'on avait fait ces travaux-là, on devait être taxé plus lourdement. Alors on voit dans quelle logique, dans quel régime on est. C'est un ancien régime quelque part fiscal qu'il va falloir faire évoluer, qu'il va falloir transformer. Il va falloir créer maintenant une fiscalité verte qui puisse vraiment inciter aussi les différents acteurs et en particulier les propriétaires de faire ces travaux. Autrement, on n'y arrivera pas. Donc subvention, oui, ça c'est une part du problème. Mais je pense qu'il faut aussi aller plus loin et aussi réfléchir maintenant à d'autres dimensions. Et la fiscalité en est une, elle est extrêmement importante. Les incitations en général, hein. Le facteur motivation, ça joue beaucoup. Et puis, on a bien compris l'importance de l'implication de toutes les parties prenantes, hein. Donc de celles et ceux qui vont participer à la rénovation de leur bâtiment, par exemple. Et aussi dans les processus législatifs des propriétaires, des locataires, pour que les gens n'arrivent pas, au fond, devant un travail fini, un travail législatif terminé, ne sachant pas, au fond, quel est leur rôle là-dedans. Juste un dernier mot encore, si je peux me permettre. Les locataires, parce que là, évidemment, c'est une question sensible. Les locataires ont évidemment peur de hausse de loyer. Ce qu'il faut comprendre lorsqu'on a des rénovations importantes, c'est que normalement, si elles sont bien faites, les charges diminuent aussi, les charges que les locataires payent. Donc, les locataires sont normalement aussi gagnants quand il y a des grosses rénovations qui sont faites sur un bâtiment. Certes, le loyer qu'ils payent peuvent augmenter un petit peu, mais les charges, à la fin, les charges qu'ils payent eux aussi vont diminuer. Et donc, normalement, les deux phénomènes devraient plus ou moins se compenser. On ne devrait pas avoir des hausses de loyer massives pour les locataires, et elles seront compensées de toute façon par les baisses de charges. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment. J'aimerais peut-être juste rebondir sur ce que disait M. Nagy par rapport à la fiscalité. C'est quelque chose que je remarque très fort dans ma pratique. Donc, vous avez dit en introduction que j'étais ingénieur des énergies renouvelables. Et c'est vrai que quand je discute avec mes clients, ce que je remarque, c'est que si je leur dis vous recevez des subventions pour rénover vos bâtiments, ils sont contents. C'est vrai, c'est toujours sympa à prendre au passage parce que rénover un bâtiment, ça coûte quand même cher. Mais si je leur dis qu'après, ils peuvent déduire fiscalement les travaux, là, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Là, tout d'un coup, on voit des étoiles qui brillent dans leurs yeux parce qu'ils disent « Ah là, j'ai vraiment un avantage à le faire ». Et c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à l'exemple du centre patronal ou le bâtiment, parce qu'il a pris en valeur, il est
taxés plus fortement fiscalement, c'est vrai que là, il y a vraiment des choses où on doit faire très attention. On a aussi eu le référendum maintenant sur la nouvelle loi sur le bail et les déductions fiscales qu'on va pouvoir faire ou pas. Et c'est vrai que là, il va falloir faire très attention aussi parce que là, de nouveau, on a une occasion, alors j'aime pas dire en or, mais c'est un peu ça aussi, de perdre les gens sur la voie de la transition énergétique si on fait pas attention. Sur la valeur locative, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est le référendum. C'est le référendum. C'est tout un paquet. Hein. Il y a la valeur locative, mais il y a en effet la non-déductibilité voilà. des travaux qui pose des questions, en effet. Et là, on voit de nouveau à quel point la transition énergétique, en fait, touche tous les secteurs, toutes les grandes politiques publiques. On peut pas réfléchir en silo. Il faut, si on veut réussir, pouvoir modifier la fiscalité, les grandes politiques publiques, les politiques de subvention, amener les propriétaires avec nous. Et donc, ça va être un travail de longue haleine et avec beaucoup d'acteurs différents. L'État n'en est qu'un parmi plusieurs, en fait. Parlons maintenant peut-être plus précisément d'électricité, d'électrification. À quel point est-ce que c'est un enjeu aujourd'hui, Céline Weber? Comment est-ce qu'on arriverait en Suisse à produire plus d'électricité? Est-ce qu'on en a assez? Pas assez? Quels sont les enjeux? Alors c'est clair qu'avec le rythme actuel auquel on met des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes ou qu'on rehausse nos barrages, c'est clair que ça va être difficile d'y arriver. Maintenant, on a eu toutes ces difficultés par rapport aux procédures d'opposition qu'on pouvait faire et là, on a mis en place un arsenal légal pour limiter les échéances de ces procédures d'opposition. Et quand je dis limiter, je veux vraiment pas être mal comprise. Les gens auront autant la possibilité dans le futur que ça ne l'a été par le passé de faire des oppositions. On n'est absolument pas en train de limiter le droit démocratique des citoyens. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que on a mis en place une procédure selon laquelle toutes les oppositions maintenant doivent venir en une fois et pas échelonner tout au cours du projet ou à chaque fois que, par exemple, je vous donne l'exemple d'une éolienne. Une éolienne, si par exemple vous devez élargir un petit peu un chemin d'accès, mais que vous allez après le remettre en état une fois que l'éolienne est construite, vous pouviez avoir une procédure d'opposition à ce moment-là. Après, vous planifiez le socle de l'éolienne, vous pouvez avoir une procédure d'opposition à ce moment-là. Pareil pour les panneaux photovoltaïques. À chaque étape, vous pouviez faire une procédure d'opposition. Maintenant, vous allez devoir faire votre opposition dès le début du projet. Elles vont toutes devoir être traitées en une fois, et une fois que le projet a eu le feu vert, il a le feu vert. Ce qui apporte de la stabilité et de la certitude, au fond. On n'est plus dans cet inconnu en se disant, ben voilà, peut-être il y aura une nouvelle opposition qui va arriver, on a déjà beaucoup travaillé, le projet est à bout touchant, mais peut-être qu'une dernière opposition va couler le projet énergétique. Et d'ailleurs, juste pour donner quelques chiffres, les industries productrices d'électricité suisses ont investi ces dernières années entre 7 et 8 milliards à l'étranger pour des projets de production d'électricité à base d'énergie renouvelable. Et pourquoi ils l'ont fait à l'étranger? Alors, d'une part, parce qu'ils ont reçu effectivement un peu plus de subventions à l'étranger qu'en Suisse, mais surtout parce que c'est beaucoup plus facile de le faire à l'étranger qu'en Suisse. Il y a nettement moins de procédures d'opposition. Alors, certes, le territoire suisse est très densément peuplé. C'est pas comme dans d'autres pays voisins comme l'Allemagne ou la France où vous avez des étendues entières de campagne où si vous mettez une éolienne, personne ne la remarquera. Mais néanmoins, on remarque quand même que avec ces nombreuses possibilités d'opposition à toutes les étapes du projet, on a quand même passablement ralenti le développement de ces projets. Et pour bien comprendre, alors ça peut être Jenny Nagy ou Céline Weber, en termes de production d'électricité, d'électrification, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui? Alors, la trajectoire actuelle n'est pas la bonne. On sait qu'il va falloir produire beaucoup plus et beaucoup plus vite. Parce que je le disais tout à l'heure, l'électrification, c'est une des recettes les plus importantes de la décarbonation. Hein. J'ai parlé de l'électromobilité. On sait qu'on va avoir des besoins beaucoup plus élevés que ceux actuels. Alors bien sûr, on peut essayer de faire des efforts pour l'efficacité, pour réduire les consommations inutiles, mais malgré tout, on sait que la consommation d'électricité va augmenter. Donc c'est, de mon point de vue, une des grandes préoccupations qu'on devrait avoir. On ne pourra pas se reposer éternellement sur l'étranger. On voit bien aussi les difficultés qu'on a sur l'approvisionnement énergétique à l'étranger. Peut-être qu'on discutera tout à l'heure de l'Union européenne. Il faut qu'on puisse prendre notre part
faire les tâches qui nous incombent. Et ça, c'est vrai que ça reste, même avec les procédures rassemblées et accélérées, ça reste une source de préoccupation importante. Et puis, il y a une autre question qui se pose, c'est la production d'électricité l'hiver, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a un peu une faiblesse structurelle avec les énergies renouvelables, et en particulier le solaire. Ça produit moins l'hiver. Et on sait qu'on a besoin d'autant d'énergie, voire plus, l'hiver. Donc là, il y a une vraie question qui va se poser. Et je vois émerger la grande question du retour du nucléaire. On sait que M. Rusty a envie de relancer cette énergie. Et pour moi, c'est une question qui est très, très polarisante. Aujourd'hui, quand on demande aux gens ce qu'ils en pensent, c'est très marqué oui, non. Mais en fait, on devrait, je crois, voir cette question-là de manière plus dépassionnée et technique, parce que l'énergie nucléaire a aussi évolué. Aujourd'hui, on a des petites centrales d'appoint modulables, facilement montables, démontables. Donc, on n'est plus tellement dans la logique des grandes centrales nucléaires des années 60 ou 70, avec tous les risques et tous les problèmes qui étaient liés à ce genre de grandes structures. Donc je pense que c'est de toute façon un débat qu'on va avoir, on peut être pour, on peut être contre, mais vu la trajectoire, vu les nécessités, les besoins qu'on va avoir en électricité, c'est clair que ça peut représenter une solution. Est-ce que c'est une solution? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est une solution? Oui, pourquoi? Non, pourquoi pas? Mais je dirais, le nucléaire, on parle toujours du nucléaire, mais en fait, il y a plusieurs nucléaires. Et c'est déjà là où c'est très dangereux de dire le nucléaire. Parce que c'est clair que si vous considérez les centrales actuelles, je pense que comme on les construit actuellement, l'avenir, il est relativement faible pour les centrales nucléaires. Vous prenez la centrale de Flamanville en France, elle devait être mise en service, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois en 2013, quelque chose comme ça. On est en 2025, elle fonctionne toujours pas complètement. Elle devait coûter autour des, je sais pas, 4-5 milliards, je crois. Elle en coûte 3-4 fois plus. Donc voilà, je pense qu'aucun investisseur un peu sérieux à l'heure actuelle a envie de se lancer dans un projet comme ça. Ceci étant dit, la recherche dans le nucléaire pour les futures centrales, que ce soit les petites, que ce soit éventuellement des centrales dites de 4e génération, même si je sais que les physiciens n'aiment pas ce terme, mais qui sont plus des centrales au thorium, pourquoi pas? Peut-être que l'avenir va aussi passer par là, mais pour l'instant, c'est vrai que personnellement, je préférerais qu'on focalise un petit peu plus sur les renouvelables, parce que typiquement, le photovoltaïque, ces dernières années, on a construit à peu près pour 1,4-1,7 TWh par an. On sait qu'à partir de 2027, il faut qu'on construise 2 TWh par an si on veut atteindre les objectifs. Et je pense que là, il y a vraiment une carte à jouer aussi en termes de sécurité, parce que si on revient un petit peu en arrière au début du XXe siècle, le train, il était presque complètement à vapeur. Et à l'époque, on avait décidé de l'électrifier pour se rendre indépendant du charbon allemand. Parce qu'on voulait être sûr d'avoir toujours l'électricité, l'énergie dont on aurait besoin pour faire avancer le train. Et quand cette décision a été prise, le Conseil fédéral était tout à fait conscient qu'en Suisse, on n'avait pas encore les capacités de produire toute l'électricité qu'il fallait pour faire avancer les trains. Mais on a pris la décision et après, on s'est donné les moyens d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et c'est ça que je regrette un petit peu à l'heure actuelle dans tout ce débat sur la transition énergétique, c'est que je trouve des fois qu'on focalise trop sur les problèmes et on devrait avoir le courage de nos ancêtres quelque part et te dire, bon, maintenant on s'est fixé un objectif, on y va, comme ça a été fait par le passé. Et les chiffres que je donnais tout à l'heure sur le pourcentage du PIB qui est investi dans les infrastructures énergétiques montrent bien qu'à l'heure actuelle, on avance vraiment de façon timide. Donc, ce que vous sous-entendez, c'est qu'aujourd'hui, on devrait aller plus vite avec le renouvelable. Absolument. Comme on l'a fait il y a 100 ans avec le train. Oui. On devrait se donner les moyens par la suite et prendre les bonnes décisions, sous-entendu d'aller plus vite avec le renouvelable. Tchani Naji, vous partagez cette vision-là? Oui, évidemment. Il faudra plus d'électricité. Et plus d'électricité décarbonée. Donc elle ne peut pas venir de n'importe où, cette électricité. Elle viendra en grande partie des renouvelables. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'un des grands enjeux, c'est convaincre la population. Alors ça peut passer peut-être de manière pédagogique par expliquer davantage l'opportunité, les opportunités, les avantages
que présente ce type d'énergie, par exemple en termes de souveraineté. Là, je pense qu'il y a un argument massue par les temps qui courent, hein, avec la géopolitique actuelle, le fait que la Suisse puisse compter sur ses propres énergies. Je pense que c'est vraiment un argument qui va devoir être développé. Il est vrai, hein, je veux dire, on a de la chance d'être là où on est, on a des pays qui nous entourent plutôt amis, avec lesquels on peut bien travailler. Il faudra conclure des accords avec eux, notamment un accord sur l'électricité. Hein. Je pense que c'est quelque chose aussi de très important pour sécuriser le réseau, pour gagner en efficience. Mais ça suffira pas. Il faudra aussi que la Suisse, comme je disais tout à l'heure, prenne ses responsabilités. Et ça passe probablement pas par une seule énergie. Hein. C'est pas juste l'éolien ou juste le solaire ou juste la biomasse ou juste. Ça va être un bouquet en fait. Et ça, c'est quelque chose qui va devoir être développé non seulement par la Confédération, mais aussi par les cantons et les communes qui ont un grand rôle à jouer. Hein. Faut savoir qu'on est dans un réseau qui est très décentralisé en Suisse, où les communes et les cantons sont des grands acteurs énergétiques. Hein. Il n'y a pas que la Confédération dans cette histoire-là. Là, on a parlé de l'électrification, l'augmentation d'électricité et l'augmentation de la production énergétique de manière globale. Comment est-ce que ça se situe? Est-ce qu'il y a une différence, évidemment, entre l'énergie au sens large et l'électricité qui en fait partie? Quels sont les autres axes, les autres armes, les autres armes énergétiques sur lesquelles il faut compter, sur lesquelles il faut capitaliser? Alors, il n'y a pas que l'électricité. Alors, souvent, on pense que l'énergie égale électricité. Évidemment qu'il y a d'autres agents énergétiques que l'électricité. Beaucoup d'entre eux vont devoir diminuer puisqu'ils sont issus des fossiles. Maintenant, la recherche avance, par exemple, en matière industrielle. On sait que dans certains procédés industriels, il faut atteindre des très hautes températures. On n'y arrivera pas par l'électricité. Aujourd'hui, on utilise du gaz. On ne pourra plus utiliser du gaz. Donc là, il faudra trouver d'autres solutions. Est-ce que ça sera l'hydrogène? Est-ce que ça sera d'autres solutions? J'en sais rien. L'hydrogène paraît assez prometteur pour ce genre de problématique-là. Donc là, il y a déjà un certain nombre d'études et de développements qui sont en cours. On peut aussi penser au gaz synthétique. Donc, quand on le voit, on est pionnier. Hein. Il y a à Aigle une grande étude pilote qui est en train d'être menée sur les gaz synthétiques. Donc, je pense de nouveau qu'il y aura un bouquet de solutions. Et à nouveau, les autorités fédérales, mais aussi cantonales et même communales dans certains cas, vont devoir jouer un rôle pour promouvoir et trouver des solutions rapidement. Là, on a affaire, sur la question industrielle, on a affaire à des processus qui existent depuis, pour certains, plus de 100 ans. Hein. Donc il va falloir remplacer ça, et ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va coûter cher, et se posera à nouveau les mêmes questions qu'on a évoquées tout à l'heure, à savoir la fiscalité, les incitations, les subventions, et quel sera le bon équilibre à trouver pour aller de l'avant rapidement. Je suis absolument d'accord avec tout ce que M. Nagy a dit, et je pense que dans ce contexte, ce qui va être très important, c'est effectivement les accords qu'on va conclure avec l'Union européenne ou pas, en fonction des votations qu'il va y avoir, parce que effectivement l'hydrogène est considéré comme prometteur, mais en Suisse on est très en retard sur l'hydrogène. L'Union européenne est un peu plus en avance que nous, c'est pas non plus faramineux, mais enfin elle est un peu plus en avance que nous. Or on sait très bien que l'Union européenne conditionne le fait que nous puissions nous raccorder au réseau hydrogène européen au fait qu'on ait un accord sur l'électricité, et cet accord sur l'électricité est lui-même conditionné aux accords bilatéraux. Donc on voit qu'il y a quand même encore un long chemin à faire, mais qu'on va devoir faire le plus rapidement possible, de nouveau pour donner aux industriels qui, comme vous le dites très justement, moi, mon premier poste était dans l'industrie chimique, je sais bien à quel niveau de température certains processus doivent fonctionner. C'est clair que juste avec un peu d'électricité, on va pas y arriver, mais les industriels, quand on parle avec eux, ils sont tout à fait prêts à faire le pas, ils sont prêts à changer certains processus qui, comme vous le dites, datent de plus de 100 ans. Mais ce qu'ils nous disent, c'est on veut pas maintenant investir sans savoir si la Suisse va pouvoir se raccorder à ce réseau hydrogène ou pas. Et on les comprend, parce que c'est des gros investissements, c'est pas 2,50 francs. Et donc là, on a vraiment aussi au niveau politique un grand rôle à jouer pour convaincre la population de la nécessité de ces accords aussi pour le système énergétique suisse dans sa globalité. Céline Weber, on évoque cet accord sur l'électricité dans le paquet des prochaines bilatérales qui sont en cours de discussion. En quoi est-ce qu'il consiste? Pourquoi est-ce qu'il est important?
Alors, l'accord avec l'Union européenne, pour moi, il est important à plus d'un titre. Alors, bien sûr, on a beaucoup parlé de la recherche qui avait été pénalisée quand on avait interrompu les négociations sur ces accords. Alors, c'est clair que c'était malheureux et c'était triste parce que ça a bloqué des carrières académiques suisses. Mais j'ai envie de dire, pour le commun des mortels, quelque part, ça l'a pas trop touché. Par contre, quand on en vient au pouvoir d'achat, au salaire des Suisses, là, on doit se rendre compte que sans accord avec l'Union européenne, ça va être de plus en plus difficile parce que rien que depuis la fin des négociations, les industries, par exemple, de la medtech ont dû dépenser entre 150 et 200 millions par année pour en procédure administrative et en bureaucratie avec Bruxelles, il faut quand même le dire, pour que leurs produits soient reconnus par l'Union européenne et qu'ils puissent les vendre au sein de l'Union européenne. Parce que c'est clair que l'Union européenne, si nous on tire la prise, elle va pas nous dire mais c'est pas de souci, vous pouvez continuer à venir vendre vos produits parce qu'on vous aime bien. C'est malheureusement en politique, c'est pas comme ça que ça se passe. Et si on n'avait pas réussi à terminer les négociations à la fin de l'année passée, au-delà de l'industrie des medtech, ça aurait été gentiment l'industrie de la mécanique, microtechnique, qui allait aussi devoir payer pour pouvoir faire reconnaître ces produits dans l'Union européenne. Et pourquoi? Parce que faut savoir que dans ces accords bilatéraux, il y a aussi des accords de reconnaissance mutuelle des produits, et ces accords, ils sont régulièrement remis à jour. Et à chaque fois que l'Union européenne, depuis 2021, remettait à jour un de ces accords de reconnaissance des produits, eh ben, elle excluait la Suisse. Et donc, si vous étiez touché parce que vous produisiez quelque chose dans ce domaine, eh bien, vous deviez faire des procédures lourdes et administratives de reconnaissance de vos produits pour pouvoir les vendre à l'étranger. Et pour les entrepreneurs suisses, c'est clair que c'est des frais énormes et c'est des frais qu'on peut pas mettre dans les salaires, c'est des frais qu'on peut pas mettre dans l'innovation, dans les investissements en Suisse. Et tout ça, à terme, le contribuable et le salarié suisse va finir par sentir passer la douleur si on n'a pas ces accords. Et en plus, après, comme je disais, il y a les accords avec l'électricité, il y a les accords sur l'hydrogène, enfin, il y a tout un tas d'accords qui sont dépendants de ces accords bilatéraux et qui font que si on veut si la Suisse refuse de ratifier ces accords, je pense que financièrement, on va encore le sentir passer. Donc, on voit bien l'ampleur, au fond, des enjeux qui sont au sein de ces bilatérales. Et si on met aujourd'hui, dans le cadre de ce podcast, de cette émission, la focale sur l'accord sur l'électricité, en 2 mots, en quoi est-ce qu'il consiste ? Alors, peut-être juste de rappeler que c'est un accord qui vise l'efficience. Aujourd'hui, on est dans un système, au niveau électrique, de gaspillage. Appelons un chat un chat. L'accord, s'il est conclu un jour, permettra de mieux relier le réseau suisse au réseau européen. Aujourd'hui, on est dans un système à l'ancienne où lorsqu'il y a des flux électriques qui traversent la Suisse, d'est en ouest, du nord au sud, et qui ne sont pas planifiés, ce qui arrive très souvent, eh bien la Suisse est obligée de produire de l'électricité qui ne sera pas consommée à la fin par des entreprises ou des privés, mais simplement pour rééquilibrer le réseau. Parce que le réseau doit toujours être techniquement équilibré. Donc on est dans un système de gaspillage total, où on fait tourner des turbines simplement parce que nos voisins échangent de l'électricité entre eux. Ce qui est quand même assez incroyable quand on y pense en termes de gaspillage. Bon. Donc on est vraiment dans une solution qui permettrait rapidement de réduire ce gaspillage et puis aussi qui permettrait à la Suisse elle-même de commercer plus facilement avec ses voisins et de rééquilibrer, ce qu'elle peut faire très bien, notamment avec ses barrages de pompage, turbinage, l'ensemble du réseau européen. Donc c'est un accord qui serait aussi profitable pour les grandes entreprises électriques suisses. Et à la fin, c'est aussi un accord qui est profitable évidemment pour les consommateurs, puisqu'on peut s'attendre globalement à une baisse du prix de l'électricité. Donc c'est bon pour le pouvoir d'achat et ça vise l'efficacité. Donc je pense qu'il faut dire un grand oui à cet accord. Pour le moment, on n'a pas encore le texte de cet accord, mais il devrait sortir au mois de juin. Et évidemment que le monde de l'économie en général va défendre cet accord au même titre que les bilatérales 3 dans leur ensemble. Quand on parle du thème de l'énergie de manière plus ou moins large, on s'accorde, on se désacorde parfois sur les enjeux principaux, les manières de produire ou de ne pas produire. Et justement, en parlant de ne pas produire, il y a certains courants dits décroissants
qui pense que la solution pour avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de carbone, pour aller de l'avant, pour au fond purifier notre système social, ce serait de décroître, de produire moins, de retourner à une vie dite plus simple. Qu'est-ce que vous pensez de ces idéaux-là, Céline Weber? Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces courants de pensée? Mais ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est qu'il y a un terme qui est sorti de nombreuses fois maintenant au cours de cette émission, c'est gaspillage. Et déjà, avant de parler de décroissance, je pense qu'il faudrait déjà arrêter de gaspiller. On atteindrait déjà on ferait déjà un bon pas vis-à-vis de ces buts de zéro émission. Et puis, l'autre chose, on a fait une loi au Parlement d'économie circulaire. Il faut faire très attention quand on parle de décroissance, de quoi on parle exactement. Parce que si vous faites de l'économie circulaire, alors certes, on en est qu'à ses balbutiements, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer, au contraire. Eh bien, si vous faites du recyclage, si vous arrêtez d'appauvrir en quelque sorte la planète en extrayant toujours des ressources, mais en lui rendant rien du tout, eh bien, on n'aura probablement même pas besoin de cette décroissance. Et surtout que le problème avec la décroissance, il est basique. Si vous voulez décroître, ça veut dire que comme on donne un but de décroissance des émissions de CO2, il faudrait qu'on donne un but de décroissance du PIB. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour que les gens consomment moins? Je sais pas, vous allez mettre une taxe à la consommation peut-être, et ça va toucher qui en premier? On parlait avant d'une révolution qui devait être durable et donc socialement acceptable. Avec la décroissance, vous allez toucher les pauvres en premier, parce que les riches, s'ils doivent payer une taxe pour consommer, ils vont la payer, c'est pas un problème. Et donc, je vois même pas comment ce but de décroissance pourrait être mis en place. Mais c'est vrai qu'on doit, comme ça a été dit tout à l'heure par Monsieur Nadji, on doit repenser notre façon de consommer dans une certaine mesure. On doit arrêter de gaspiller, puis on doit peut-être arrêter de penser qu'il suffit d'exploiter la nature et puis qu'on pourra continuer comme ça encore pendant des siècles et des siècles. Oui, j'abonde dans ce sens. Je rajouterai encore une autre chose qui est que, et c'est un petit peu plus complexe, il faut qu'on puisse garder une certaine intensité technologique, en fait. Si on décroît, on prend l'hypothèse vraiment de décroissance pure, on diminue les salaires, on diminue les investissements, on fait décroître l'économie. Bon. Ça veut aussi dire qu'on retomberait sur des processus de production, parce qu'on serait toujours obligé de produire et de consommer, moins efficaces. Donc il y a un risque de tomber dans une trappe, de revenir quelque part 20 ou 30 ans en arrière, avec des technologies qui sont moins efficaces puisqu'il y a aussi moins d'investissement. Et donc en fait, on aurait quelque part le résultat inverse de celui qu'on escompte. À savoir moins d'émissions de CO2, moins de pollution, etc., etc. Donc là, il faut bien réfléchir. À mon sens, la voie, c'est celle qui a été évoquée, c'est-à-dire celle d'une certaine sobriété, celle d'une réutilisation, recyclage, récupération des matériaux, pour ne pas justement quelque part consommer plus que ce que la planète peut nous offrir. Ça, c'est un principe. Mais c'est pas d'arrêter du jour au lendemain la consommation, soit en la taxant, soit en l'interdisant. Parce que là, non seulement vous allez avoir des problèmes d'acceptabilité sociale, et on a vu récemment une initiative des Jeunes Verts à quel point elle a rencontré des difficultés dans la population, mais vous risquez aussi d'avoir un effet boomerang, c'est-à-dire d'avoir moins d'investissement dans des facteurs de production qu'on doit rendre justement plus efficaces, qu'on doit décarboner, qu'on doit électrifier, etc. Et ça, on le fera que avec de l'argent, on le fera que avec des investissements. Et ces investissements, ils doivent venir de quelque part. Il y a donc bien besoin quand même d'une certaine croissance, ou en tout cas pas d'une décroissance pour pouvoir les consentir. Et je sais que c'est un peu technique et compliqué, mais c'est quelque chose, je pense, qui est quand même compréhensible. L'effort doit être fait dans le renouvellement des pratiques, renouvellement des infrastructures, mais pour ça, il faut des investissements. C'est une bonne conclusion pour cette émission. Avant qu'on rende l'antenne, comme on dit, dans le milieu, est-ce que vous avez l'un ou l'autre encore un commentaire ou un sujet que vous souhaitez aborder rapidement?
Non, si ce n'est de dire que cette transition énergétique, il ne faut pas juste voir ça comme quelque chose de problématique ou de compliqué, mais on doit aussi faire attention, comme j'ai dit plusieurs fois, de vraiment garder les gens avec nous parce que je pense que tous ensemble, on peut y arriver. Ouais. La transition n'est pas de droite, n'est pas de gauche, elle concerne tout le monde. À droite en particulier, et c'est une bonne chose, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés à la cause, qui sont sensibles à des thématiques telles que la souveraineté, et je crois qu'il faut en parler. Il ne faut pas laisser le monopole de cette question-là à un certain nombre de personnes, parce que c'est l'affaire de tout le monde. Merci beaucoup, merci Tchéline Nagy, merci Céline Weber. Merci à vous. Pour votre participation pour cette superbe émission.